Et nous parlons auto bien évidemment avec vous au 0826 300 300. Toutes vos questions à notre spécialiste, expert auto et pas que. Il est comme moi, amoureux des vins. Salut Jean-Luc Moreau. Bonjour Dame Lolo. Comment ça va ? Écoutez, ça va pas mal, c'est la fête du travail et on travaille, donc tout va bien. Ouais, exactement. Il paraît que cet amoureux des vins que j'ai face à moi est allé essayer une DS9 sur la belle campagne rémoise du côté de la Marne. Exactement, pays du Champagne. J'étais du côté de Reims. Alors est-ce qu'il faut vraiment ouvrir le champagne pour cette DS9 qui est quand même la berline haut de gamme française la plus luxueuse ? Est-ce que ça va pétiller ? Vous allez rester avec nous pour savoir si on va boire du champagne avant la fin de cette émission. Rendez-vous est pris à évidemment. 11h30 pour découvrir cette fameuse DS9 que vous avez testée sur les jolies routes de la Marne. Nous allons également nous arrêter sur quelque chose que l'on n'est pas censé connaître si on ne l'a jamais vécu. Qu'est-ce que VGE et non pas Valéry Giscard d'Estaing ou VEI quand on parle d'expertise auto après un accident. Ouais, véhicule économiquement irréparable. Voilà, ou véhicule gravement endommagé. C'est ça. Voilà, on verra ça avec un expert. Et vous verrez qu'il y a des cas de figure particuliers. On en a parlé il n'y a pas très longtemps pour les véhicules de collection. C'est effectivement un cas à part. Et puis les conséquences sur l'assurance et sur la possibilité ou non après de récupérer votre véhicule. Et puis alors une grande question. Et alors là on s'est un peu frictionné tous les deux ce matin de façon extrêmement bienveillante sur l'essor des batteries électriques pour les voitures électriques. Pensez-vous qu'elles vont pouvoir avoir une possibilité d'arrêter même des centrales nucléaires ? Alors, la question que les gens se posent, c'est est-ce que demain on pourra fournir assez d'énergie pour alimenter les batteries des voitures électriques si le marché grossit, et le marché va grossir. La question, c'est plutôt est-ce qu'il sera nécessaire de produire plus d'électricité qu'aujourd'hui, ou au contraire, est-ce que les batteries des voitures pourront fournir de l'énergie au réseau et donc permettront de lisser la consommation ? Vous allez voir que c'est très intéressant. Non, c'est une vraie bonne c'est une question. technologie aujourd'hui qui existe et on aura justement quelqu'un, un des fondateurs d'une société qui a été récompensé pour cette technologie. Voilà, c'est parti donc avec au sommaire dont on parle auto, vous, et je vous attends 0826 300 300, plusieurs rendez-vous, questions auto, questions pratiques. On vous donne la parole ce matin sur Sud Radio. Parlons vrai, tiens c'est parti, parlons ensemble. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et on accueille tout de suite Eric qui nous rejoint. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Luc Moreau, bonjour Laurence, content de vous entendre. C'est cool. La question pratique, c'est vous Eric pour débuter cette émission, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Clerval, dans le Doubs. Justement, vous nous appelez d'où ? Elle était bonne celle-là. Tout en douceur, tout à fait. On vous écoute de ce très très beau département où l'on peut aussi écouter Sud Radio ou sur Internet. J'ai commencé ma carrière. Ou sur les applications Sud Radio directement. À Besançon, figurez-vous. Tout à fait, parce que je sais que de la région, c'est pas ça. Oula, ça on vous entend mal, par contre, vous n'avez pas encore le téléphone dans le Doubs, c'est ça ? Vous n'avez pas encore de batterie électrique. Tout à fait. Allez, on vous écoute Eric. Donc voilà, j'ai vu sur Internet que Dacia sortait le Duster Pickup. J'aimerais savoir à partir de quand il serait mis en vente en France, puisque je serais intéressé par le véhicule. J'ai déjà un Duster 4x4 de 2015. D'accord. Et une deuxième petite question, ça vous dérange pas, est-ce que les moteurs essence Dacia acceptent l'éthanol ? Alors il y a deux questions, donc ça fait 200 €. Oui, et puis surtout, on vous laissera tout à l'heure les coordonnées pour envoyer votre chèque. Comme Eric, n'importe quoi. Comme Eric est avec un réseau très mauvais, on va écouter votre réponse, mais après on va saluer Alors, Eric. effectivement, vendu en Roumanie en ce moment, il y a un Dacia Duster Pickup qui est bien, qui a une super gueule. Ouais, je suis d'accord. Mais il n'est pas fait par Dacia. Il est fait par un carrossier indépendant. Alors, c'est dommage que j'aurais dû vous donner, Laurence, le nom du bled où il était fait, parce qu'on aurait rigolé un petit moment. Mais pourquoi ? Parce qu'on a même du mal à le dire. À Rome-Thuringia. Voilà. C'est joli. Oui, c'est très bien. C'est le carrossier indépendant Rome-Thuringia, voilà, qui fait pour le compte de Dacia. Donc c'est quelque chose d'officiel qui fait ce pick-up. Voilà, il est vendu là-bas aux alentours de 22 000 €. Ouais. Et pour l'instant, il n'est pas prévu par Dacia de l'importer en France. Mais il y a toujours des mais. Il y a surtout aujourd'hui le 1er mai. Ouais, il y a Balédier qui est un concessionnaire 4x4 qui est du côté de la montagne
qui a décidé, Balédier 4x4, ils sont à Saint-Pierre-en-Faucille, en Haute-Savoie. Voilà, comme ça vous savez tout, vous pourrez toujours aller voir leur site. Ils ont décidé d'importer ce véhicule, donc qui n'est pas vendu par Dacia France, mais qui va être vendu par des importateurs indépendants. Il est donc homologué, les premiers exemplaires viennent d'arriver, il sera vendu aux alentours de 26 000 € TTC. Pour l'instant, l'entreprise a commandé une quinzaine d'unités, mais s'il y a de la demande, évidemment, ils pourront en faire venir plus. Alors, là où c'est très drôle, c'est que dans les coloris, il y a vraiment du choix. Vous avez le choix entre blanc ou blanc. Donc, si vous aimez les voitures blanches, vous pouvez y aller. Ça sera uniquement 4x4 et uniquement diesel, puisqu'il est proposé uniquement avec le 1,5 litre Blue DCI turbo diesel de 115 chevaux avec la boîte manuelle. Ça peut être une offre intéressante par rapport aux autres pick-up. Il y a juste un point qui va sans doute faire défaut pour ceux qui veulent un pick-up, c'est qu'on ne peut pas mettre de crochet d'attelage dessus. Pourquoi ? Parce que c'est une carrosserie qui a été modifiée et la structure a été légèrement affaibli par cette modification, et mettre un attelage 4x4 derrière, ça provoquerait des contraintes trop importantes et donc on ne peut pas mettre d'attelage, mais autrement ça peut être une bonne idée pour Eric. Et alors sa deuxième question sur les moteurs essence ? La deuxième question, les moteurs essence, oui. Les nouveaux moteurs, le TCE 1,3 litre Renault accepte, et le 1 litre accepte effectivement le E85 sans trop de problèmes. Pourquoi je dis sans trop de problèmes ? Parce que c'est la pompe à essence haute pression qui risque d'avoir des soucis si on roule trop souvent à l'éthanol. En fait, l'éthanol, c'est beaucoup plus sec que le carburant classique, donc ça risque de provoquer le grippage de la pompe à essence. Donc, vous pouvez rouler avec de l'éthanol, ajouter un petit lubrifiant, ça se vend maintenant, il y a des petits additifs qui sont dans les centres auto et qui vous permettront, c'est dans le carburant, qui vous permettront d'éviter la panne de la pompe à essence. Vous l'avez compris, en tout cas Eric, on a répondu à votre question. On a Eric encore un petit peu, on tente de lui faire un gros bisou pour le week-end. Eric ? Oui, bien. Bon, super. Demain, pareil. Eh ben, génial. Un beau week-end dans le Doubs. Merci beaucoup pour les réponses. Eh ben voilà, c'est fait. Je vous embrasse. Merci Eric, au revoir. Merci bien. Merci, au revoir. Et puis vous l'avez remarqué, un petit peu comme tous les samedis, nous sommes assez rieurs de nouveau ce matin. Voilà, donc on va aussi vous faire profiter de notre bonne humeur. À suivre, nous allons parler de ces fameux VGE ou VEI. Qu'est-ce que la procédure, par exemple, véhicule gravement endommagé ou véhicule économiquement irréparable. Voilà, on aura un expert avec nous. Qui concerne beaucoup Laurence, puisque la procédure VGE, c'est classique chez vous, c'est ça ? Non, pas du tout, non. Non, mais j'ai une histoire à raconter, je suis pas contente. Oui. Ah, d'accord. C'était pas pour moi, c'était pour... On aura Frédéric Dubois, qui est expert en automobile, avec nous pour en parler. Et puis si vous avez des questions à poser d'ailleurs sur l'assurance, VGE, VEI, à un expert, vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Et si vous nous rejoignez à l'instant, merci de choisir Sud Radio. Parlons vrai le week-end aussi. Et dans quelques instants, on va parler d'assurance avec entre autres les véhicules gravement endommagés ou autres problématiques. Mais juste avant, je voulais aussi vous donner le rendez-vous que nous allons avoir à midi en compagnie de Pierre Chasseret. Vous le savez, c'est le DG de 40 millions d'automobilistes et on va revenir sur ces fameuses zones à faible émission, les voitures les plus polluantes bannies de plusieurs métropoles, 7 nouvelles villes concernées en 2021. Est-ce que vous allez revenir avec votre cheval et votre carriole ou est-ce que vous allez prendre maintenant du vélo sur ces villes-là ? Comment allez-vous vous en sortir ? On en parlera en détail avec vous à partir de midi au 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on accueille tout de suite Frédéric Dubois qui est expert en automobile sur Sud Radio. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence. Bonjour Jean. Alors le VGE, ça ne veut pas dire Valéry Giscard d'Estaing, comme j'ai entendu tout à l'heure, qui était un grand amateur de Peugeot 604. Non, c'est pas du tout ça. Donc VGE, c'est une procédure administrative qui tient par le code de la route, qui existe depuis avril 2009, régie par les articles L327 du code de la route. Alors c'est une procédure. En fait, il y a une procédure qui s'appelle le VE, donc ce qui s'appelle véhicule endommagé, qui englobe en fait deux procédures. Donc le VGE qui veut dire véhicule gravement endommagé et le VEI qui veut dire véhicule économiquement irréparable. Bon, en clair, ça veut dire je tortille ma bagnole et elle est vraiment très très abîmée. L'assureur estime que, alors, elle est réparable, donc gravement endommagée. Elle va être réparée dans les règles de l'art, on l'espère, avec le suivi d'un expert, c'est bien ça. Voilà. Et de l'autre côté, elle est économiquement irréparable. Donc là, on me dit, bon, vous êtes mignon, on vous donne le prix, on vous donne la cote, le prix de la cote de la voiture, et puis elle part à la benne.
Pour résumer, c'est un peu ça. Oui, c'est très résumé. C'est très résumé, mais on peut avoir les deux procédures à la fois. Ah, on peut avoir les deux à la fois, qu'une d'accord. voiture peut être gravement endommagée et elle peut être aussi économiquement irréparable. Alors, ça arrive. Ça arrive, mais alors du coup, on la a un voiture, exemple d'une auditrice justement qui nous appelle. Laurence, on a Laurence P de Paris. Elle de Paris. Je vais essayer d'être concrète et rapide. Véhicule accidenté, pas par moi, hein, mais par quelqu'un que je connais très très bien. Petit accident de voiture à 30 km/h, expertisé au-delà de sa valeur Argus, qui était en gros, on va la faire courte, à 6 000 €. L'expertise à 6 700 €. Comme la personne s'est fait opérer au moment où, après l'accident, elle n'a pas pu répondre au mail de l'expert. L'expert a décrété que la voiture était donc véhicule économiquement irréparable et VGE. Il a donc fait une procédure sur la carte grise. Et quand nous, on a réagi en disant non, on veut réparer la voiture, il a fallu payer un supplément pour que la carte grise soit de nouveau aux normes. Et en plus de ça, ce fameux expert, excusez-moi, monsieur Dubois, mais vous allez en prendre pour votre patrie professionnelle. Allez-y, je suis là pour ça. C'est méga planté en termes d'estimation, puisqu'au final, on en a eu pour à peine 4 000 € de réparation, alors qu'il avait estimé à plus de 6 500 €. Quid ? On fait quoi ? Alors, je ne veux pas défendre mon confrère, mais si quand même. Si vous voulez, l'expert ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il a des obligations professionnelles. Donc, si le VGE, c'est quelque chose de très cadré, un véhicule est déclaré VGE si il est dangereux, c'est-à-dire s'il y a des éléments de sécurité qui ont été touchés lors de l'accident. Ce qui n'était pas le cas. Réparation je voudrais bien connaître le dossier, mais... Oui, je vais vous l'envoyer hors antenne. Ce qui n'était pas le cas. Bon, d'accord. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, un élément de châssis, de suspension, de freinage qui est un train qui est arraché, par exemple, le véhicule peut être déclaré gravement endommagé. Ah, mais il doit être déclaré gravement endommagé. Si l'expert ne le fait pas, c'est une faute professionnelle. D'accord. Donc, une fois que les réparations sont effectuées, vous vérifiez que tout a été fait, justement, comme je disais, dans les règles de l'art, c'est ça ? Avant de redonner la carte grise. Alors, l'expert doit passer plusieurs fois. Il doit passer avant travaux pour constater les dommages, se mettre d'accord sur une méthodologie de travaux avec le réparateur. Et il doit passer autant de fois que nécessaire pendant les réparations. D'accord. Exemple, il peut y avoir, par exemple, un contrôle du soubassement ou une remise en ligne du soubassement ou échange d'un longeron, etc. C'est ce qu'on appelle un marbre. Nous, on dit plutôt en bande mesure, mais c'est ce qu'on appelait autrefois un marbre, effectivement. Donc, il doit en passer autant de fois que nécessaire pour contrôler les soudures, pour contrôler le soubassement du véhicule. C'est très défini, de toute façon. La profession a défini toutes les étapes, mais c'est l'expert qui juge lui-même quand est-ce qu'il doit passer. Alors, pendant les travaux, il peut passer une fois, comme il peut passer 3 fois. Coucou, c'est moi. Et en fait, il habite là. Ensuite, l'expert doit ensuite réceptionner les travaux. Après, en mettant avec lui tous les contrôles nécessaires, c'est-à-dire qu'il va contrôler l'ensemble des éléments de sécurité du véhicule, même ceux qui n'ont pas été atteints par le sinistre. Voilà, c'est-à-dire que en fait, on remet en circulation un véhicule et l'expert s'engage, il signe en disant que ce véhicule peut rouler dans des conditions normales de sécurité et aussi qu'il est conforme à son TICMIN. Frédéric, est-ce qu'il y a des cas particuliers ? On parlait la semaine dernière des véhicules de collection et j'avais dit il y a quelques semaines qu'en fait les véhicules de collection avaient une procédure qui était un petit peu différente. C'est le cas ou pas ? Non, c'est exactement la même. C'est-à-dire que le code de la route est exactement le même pour tout le monde. Toutes les procédures VE et VEI s'appliquent aux véhicules de collection. Il n'y a aucun souci. Alors le véhicule de collection, attention, ce n'est pas un véhicule en carte grise collection. C'est le véhicule de plus de 30 ans. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'article R311-1 du Code de la route, c'est très clair là aussi. C'est un véhicule de plus de 30 ans, un véhicule qui n'est plus produit et qui est maintenu dans son état d'origine. Enfin, je parle état d'origine conforme à l'origine. En revanche, la procédure VEI, donc véhicule économiquement irréparable, ne peut pas s'appliquer à un véhicule de collection. Ça, on est d'accord. Pareil. Oui. Le VE, la procédure VE, donc qui englobe le VGE et le VEI, s'applique effectivement
aux véhicules de collection. Après, il y a des souplesses parce qu'on ne trouve pas toutes les pièces neuves, on ne trouve pas, il y a quelques éléments de sécurité. Par exemple, si sur une Talbot T26 vous cassez le demi-train avant, il est bien clair que vous n'en retrouverez jamais un neuf chez Talbot. Voilà. Dernière question avant de laisser la place à la future question pratique de notre rendez-vous. Est-ce que l'on peut contrecarrer un expert, c'est-à-dire que par rapport à cette histoire, si on n'est pas d'accord, et si surtout nous, on a tout payé pour faire que la voiture puisse de nouveau être roulante. C'est lui qui s'est planté. Comment est-ce qu'on peut récupérer l'argent qu'on a dû payer? Est-ce qu'on peut porter plainte sur un expert? Voilà. Est-ce qu'on peut vous savez, on est en France, tout est possible. Hein. Tout est contestable. Peut-être pas porter plainte, mais au moins trouver un juste milieu, parce qu'il s'est quand même fortement planté. Ce qu'il faut toujours faire, c'est essayer de trouver un accord amiable. Donc je suppose que votre ami, vous avez une protection juridique, faire une déclaration en protection juridique, et vous aurez l'assistance, bien sûr, technique d'un expert, qui rencontrera l'expert qui a fait cette procédure-là, et puis il y a toujours un terrain d'entente à trouver. C'est tout à fait possible. La petite histoire pour conclure, c'est que cette voiture, à cause de lui, a failli partir à la casse. Et que si mon garagiste m'avait pas appelé en disant la casse vient chercher la voiture, on n'avait plus de voiture. Donc il y a des conséquences qui sont quand même assez lourdes. Et je pense attention, parce que on peut pas mettre à la casse un véhicule comme ça n'existe pas. C'est toujours la propriété je vais faire une redite, mais la propriété du propriétaire. Donc personne n'a le droit de détruire un véhicule comme ça, sauf s'il est techniquement non réparable. Non, c'est pas ça. C'est que aussi maintenant on est avec les mails. Donc en fait, si vous répondez pas dans les 3 jours aux mails, c'est ce qui nous a été expliqué par l'assurance. Ils considéraient que nous étions d'accord pour que la voiture passe à la casse. Sauf que la personne propriétaire du véhicule étant opérée et donc dans le gaz total, pouvait pas répondre aux mails sous 3 jours. Là, je vous promets, c'est une histoire un peu bizarre. Oui, mais je pense que je suis pas la seule. C'est pas tout à fait ça. En pratique, souvent, effectivement, les voitures sont enlevées pour éviter de payer des frais de gardiennage dans les garages dans lesquels elles sont. Donc, les véhicules partent chez j'allais dire le casseur partenaire, et là, comme ça, l'assurance ne paie pas de frais de gardiennage. En général, c'est à cause de ça. Mais le véhicule n'est pas détruit sans l'accord du propriétaire, sauf si je vous dis c'est un véhicule techniquement non réparable. En tout cas, ça veut dire aussi, de toute façon, les assurances, ça intéresse toujours tout le monde, donc on pourra faire aussi des émissions spéciales assurances avec plein de réponses, questions-réponses auditeurs. Merci beaucoup. Merci Frédéric, pardon. Non, parce que vous savez quoi? Parce qu'on a un Bruno Dubois ici, c'est pour ça. Et vous, c'est Frédéric Dubois. Il y en a partout. Alors. Et merci de votre gentillesse et de vos réponses claires. Allez, tout de suite, la question pratique. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Christian est avec nous au 0826 300 300. Pas Dubois, lui aussi. Ça ferait une sacrée forêt. Hein. On ferait sortir, on fait sortir le loup du bois. Je pense que Bruno, notre patron, va adorer. Bruno, si tu nous écoutes. Bon 1er mai. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfaitement. Très très bien. Bonjour monsieur Jean-Luc, bonjour madame Laurence, content de vous avoir, et puis surtout Jean-Luc, content de le retrouver sur Sud Radio. Merci. Cool. Merci Christian. Alors moi je suis motard et je roule en moto électrique. Ah, et vous avez quoi comme moto électrique? Alors c'est une moto américaine de Zero Motorcycle. Ouais. C'est une marque qui existe depuis 15 ans, c'est un ancien de la NASA, enfin bref. Et je parcours en moyenne à l'année 30 000 km. D'accord. Moi j'ai essayé. La Bayer, la Harley Davidson, vous avez essayé? J'ai essayé les Livewire, mais j'ai essayé bien avant ça, parce que j'ai commencé moi à m'intéresser aux scooters électriques. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du Vectrix. J'ai commencé à m'intéresser au Vectrix. Je crois que j'ai été un des premiers Français à monter dessus en 2005. Donc ça ne va pas nous rajeunir, hein, même si j'ai l'impression que c'était hier. Et puis j'avais essayé la première 0S qui avait été commercialisée en France. Vous parlez, alors là, vous m'avez largué, messieurs. C'est du chinois, ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que le marché de la moto électrique est un marché qui se développe tout doucement, parce que les batteries étaient imposantes et que malheureusement, on ne pouvait pas mettre des grosses batteries dans les motos. Mais la technologie des batteries évolue rapidement. Ça permet de faire des batteries plus compactes. Tout à fait. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu. La mienne, c'est une 14,4. Donc 14,4 kWh, oui. Ouais, alors si je roule à 80... Alors il faut savoir que c'est une moto qui fait 146 Nm. Ouais, donc ça... Je fume... Pour ma maman, ça veut dire qu'au démarrage, vous grillez tout ce qui roule pratiquement. Oui, écoutez messieurs, écoutez ce qui se passe à l'antenne grâce à Max. Ouais, c'est une moto électrique. Voilà, je peux prendre au démarrage une Porsche. J'ai fait la course avec quelques motos au démarrage. Bon, bref. C'est la Harley, ça. Mais mon problème, ce qui se pose quand je parle aux concessionnaires Honda, Kawa, tout ça,
Ouais, pour l'instant, les Japonais sont pas sur ce marché-là. Ils ne se projettent pas, ils ont du mal. Et c'est vrai que la moto thermique, moi j'aime bien, parce que par exemple chez Triumph, il y a la Rocket 3. Vous voyez, vous voyez grand, si j'ose dire. La Rocket 3, Laurent, c'est une moto avec un très gros moteur 3 cylindres. C'est un 2,5 litres. Mais il y a plus gros encore. Il y avait le moteur pour une moto quand même. Hein. Oui, mais il y avait la Bossos qui était encore plus gros. Oui, avec un V8 Chevrolet dedans. Oui, mais Monsieur Moreau, vous n'êtes pas mieux. Il y a une moto sur laquelle vous êtes, c'est avec un V10 de Dodge Viper. Elle s'appelle la Dodge Tomahawk. C'est un engin qui faisait 400 chevaux pour une moto quand même. Hein. Alors moi, ma moto électrique, en termes d'usage quotidien, c'est efficace. Mais alors votre question, mon Christian, parce que malheureusement, vous savez que le temps... Le problème, ce qui se passe, c'est que moi, par exemple, j'ai un chargeur d'1,3 kW pour 14,4, vous voyez, ça fait petit, voilà. Alors, il y a des trucs qui s'attachent. Le problème, c'est que les motards, ils se projettent pas avec la moto électrique, parce que quand on veut faire des road trips, ils se projettent pas, ils ont du mal. Et moi, tout le monde, dans le monde de la moto qui sont des passionnés, on se dit... voilà quoi, la voiture électrique, ok, l'usage, machin et tout, mais la moto, comme les Goldwing, ces trucs-là, et Madame Laurence qui aime beaucoup les moteurs, moi je suis d'accord avec elle, en moto, c'est efficace, mais en moteur électrique, ça arrache, hein, ça prend une... Mais vous savez quoi, Christian, quand on regarde la Chine, en Chine, la grande majorité des deux roues qui circulent, c'est des scooters, c'est des motos électriques, ils sont passés à l'électrique déjà depuis longtemps. Ce qui va amener chez nous l'électrique. Alors il y a Harley Davidson qui a quand même une politique. Harley Davidson, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Monsieur Jean-Luc, à 36 000 balles l'unité pour faire... Oui, non, mais on est d'accord, c'est pas très démocratique. Mais je veux dire que Harley Davidson, c'était les purs et durs, le V12, la moto qui faisait un bruit très caractéristique, et d'un coup ils disent on va faire de l'électrique. En plus, ils ont arrêté tous les Sportsters, ils ont arrêté plein de motos parce que les normes de pollution ne permettent pas à ces moteurs de continuer à être commercialisés. Donc, ils vont progressivement passer à l'électrique. Donc, quand une marque comme Harley Davidson dit on va passer à l'électrique, on peut imaginer que les autres vont y arriver aussi. Alors, il y a Kymco déjà qui va arriver avec une moto électrique là bientôt. Ça va décider les Japonais. Et quand les Japonais arriveront, c'est ça que je voulais vous dire, quand les Japonais vont arriver et qui vont faire des vraies motos électriques, parce que pour l'instant il y a des trucs, on pourra en parler pendant des heures, mais quand ils vont faire des vraies motos électriques avec les dernières technos de batterie et avec des chargeurs qui permettront de refaire le plein en 10 minutes ou un quart d'heure à une borne rapide, là on va changer de dimension. Et c'est vrai que ça va moins vite que la voiture, mais ça va arriver. Bon, ben voilà. Si votre question c'était est-ce que ça va se développer vraiment, oui. Déjà aujourd'hui il y a une offre, même en France, je crois que vous avez une centaine de modèles. Il n'y a pas que ça, c'est que tout avance petit à petit. Même la voiture électrique, il y a 2 ans encore, on était 40% du marché, là on est à 7. Un bonus de 900 € qui vous est accordé. De toute façon, on l'a compris, monsieur Jean-Luc Moreau adore l'électrique. Voilà. Donc on a parlé moto électrique, et ben juste dans quelques instants, on va parler aussi de l'essai de la DS9 e-Tense, qui à mon avis est électrique elle aussi. Et peut-être même qu'avant la fin de l'émission, on va vous prouver que, enfin en tout cas, ils vont essayer de nous prouver que le développement des moteurs électriques et des voitures et des recharges électriques ne va pas puiser dans notre électricité de tous les jours. Ben voilà, monsieur Jean-Luc Moreau, c'est Fire. Mais de toute façon, on y va. Non, mais on y va, Laurence. Moi, je collectionne les vieilles autos, donc j'adore les moteurs. On y va alors, voilà. D'accord, on y va. 11h28. Et à 11h30, très exactement, nous sommes ravis de vous accueillir. C'est le week-end du 1er mai. Aujourd'hui, 1er mai, ça veut dire que lundi, les 10 km d'attestation obligatoire, ça va sauter, qu'on va pouvoir reprendre nos voitures avec prudence et aller voir les gens qu'on aime, avec prudence aussi, qui habitent à plus de 10 km. Et on pourra aller en Champagne comme moi et consommer avec modération le soir après avoir pris la route. Avec une DS9 e-Tense, puisque c'est l'essai de la semaine. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Alors DS s'est pas moqué de vous. D'abord, il vous emmène à Reims. C'est quand même l'une des plus belles régions viticoles de France. Oui, une région avec l'un des plus beaux vins de France et du monde. Une région qui a une particularité au niveau du réseau routier, dont je vous parle juste après, et qui fera plaisir à des gens que je connais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette DS9 ? Alors, DS, c'est la seule marque premium française déjà. Et la DS9, c'est le haut de gamme de cette marque premium française. Donc, on peut se dire,
chouette, une grande berline. Alors le truc, c'est qu'elle est fabriquée en Chine. Il y en a qui vont râler. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que l'Empire du Milieu consomme beaucoup plus de berlines que nous. D'accord. Et donc, elle est avant tout destinée au marché chinois. C'est une voiture qui a un gabarit imposant. Elle fait 4,93 m de long, donc c'est vraiment grand. Wow. Dans un style qu'on pourrait qualifier de classique. Alors, il y a quand même quelques petites touches d'originalité. Vous avez une baguette en aluminium qui est sur le milieu du capot. Vous avez les feux arrière. Au niveau du pavillon, vous savez, sur la DS qui était originelle. En 1955, on avait les clignotants qui étaient au niveau du pavillon. Ben là, ils ont repris ça. Alors après, il y a des choses un peu plus classiques. Vous avez des projecteurs à LED orientables. Vous avez des poignées de porte escamotables. C'est plutôt pas mal. Malgré sa taille, qui est quand même assez respectable, on a un coffre qui ne fait, entre guillemets, que 510 litres. Ah, quand même. Non, mais 510 litres, c'est grand, mais vous avez des SUV beaucoup plus petits qui proposent 600 litres. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas très profond. Et pourquoi il n'est pas profond ? C'est pour ça que vous êtes allé l'essayer en Champagne. C'est ça, pour mettre des caisses de vin dedans. Il n'est pas très profond. Pourquoi ? Parce que vous avez une batterie qui est située sous le seuil du coffre. Parce que cette DS9, elle est surtout disponible avec des mécaniques hybrides rechargeables. Alors en 2 roues motrices, 225 ou 250 chevaux. En 4 roues motrices, 360 chevaux. Et il y aura une mécanique essence 225 chevaux. Et Laurence, il n'y aura pas de diesel au programme. Bah ouais, mais de toute façon, on sait très bien que le diesel, la mort du diesel est annoncée. Ils y vont, même si c'est pas... Moteur électrique avec une puissance de 110 chevaux, batterie 11,9 kWh. Alors, bon, sur un segment premium, on pourra s'étonner de la faible cylindrée du moteur essence, 1,6 litre seulement. C'est vrai que par rapport aux berlines allemandes concurrentes... Tout qu'elle n'est pas légère quand même. Ça fait un peu juste... Ah non, c'est même une grosse mémère. Elle fait presque 1900 kilos avec l'équipement que j'avais à bord. Elle va se traîner, non ? Non, alors pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Alors déjà, quand même, on va rentrer dans l'habitacle. Parce que la grosse qualité de cette voiture, si extérieurement, franchement, ça déclenche, ça casse pas 3 pattes à un canard. À l'intérieur, en revanche, c'est vrai que le traitement, ce qu'on appelle le luxe à la française, là, il y est. Même si la voiture est fabriquée en Chine. En plus, dans le modèle que j'avais moi, j'avais la finition qu'on appelle Opéra, donc avec un cuir pleine fleur, avec, vous savez, les petites coutures avec les perles. C'est très, très joli. Et vous avez le tableau de bord également qui est habillé en cuir. Et puis, dans l'équipement, il y a un truc que je trouve absolument fabuleux, c'est la hi-fi focale Electra, 14 haut-parleurs, c'est une salle de concert. C'est mieux que, on va dire, 90% des installations domestiques hi-fi, même haut de gamme. Mais c'est franchement un environnement génial. Question que je vais poser à Jean-Luc Moreau, qui est notre expert auto sur Sud Radio. Moi qui adore le son, ça me va, je suis vraiment très sensible à ça, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir autant d'équipements à ce niveau-là, de qualité dans ce genre de voiture, parce que le prix doit être du coup aussi... Non, parce qu'on arrive... Alors déjà, aujourd'hui, on étudie l'installation audio d'un véhicule au moment de la conception de la voiture. C'est-à-dire que les ingénieurs travaillent avec les concepteurs de l'auto, les ingénieurs acousticiens travaillent avec les concepteurs de l'auto pour dire non, mettez pas tel type de revêtement, mettez plutôt ça, mettez plutôt ça. D'ailleurs, la voiture, elle est équipée d'un double vitrage feuilleté. Alors j'ai mesuré, parce que j'ai sur mon téléphone un petit sonomètre, j'ai mesuré sur autoroute à 110 km/h 60 décibels. 60 décibels, c'est moins que les voitures électriques que j'avais essayées jusqu'à présent. Donc elle est extrêmement silencieuse. C'est sa première qualité. La deuxième, et c'est ce qu'on attend avant tout de cette voiture-là, c'est qu'elle a une suspension active qui lie la route avec une caméra devant la voiture. On a vraiment une voiture qui est extrêmement confortable. Quand vous êtes sur la position confort, vous savez quoi, j'ai eu du mal. Alors, chapeau la région de Reims, parce qu'il n'y a pas de ralentisseur sur les routes. Et je fais toujours un test sur un ralentisseur en me disant, tiens, on va voir comment la voiture réagit sur le ralentisseur. J'ai eu du mal à trouver un ralentisseur. Ah ouais. Moi, ça ferait plaisir à des gens que je connais qui luttent contre les ralentisseurs illégaux. Là-bas, il n'y en a pas. J'ai trouvé un ralentisseur quand même pour faire le test. Effectivement, on n'est pas secoué du tout. Donc ça, c'est la deuxième grosse qualité de la voiture après le silence, c'est ça. Après, ça marche pas mal quand vous mettez sur la position sport. Ceux qui ont des DS7 Crossback, par exemple, on a plus de plaisir au volant parce que c'est une berline avec un centre de gravité plus bas. Donc on a plus de précision, mais c'est pas sportif. Mais vous avez quand même 225 chevaux, vous avez surtout 360 Nm de couple. Ça veut dire que quand vous accélérez, il se passe quelque chose. Bon, c'est une grosse mémère, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait 1900 kg. Vous allez me dire, oh là là, mais ça doit consommer beaucoup. Eh ben non, finalement, pas tant que ça. Moi, je suis parti batterie chargée. On peut faire aux alentours de 40 km en tout électrique, mais je suis parti batterie chargée en fonctionnement hybride. J'ai consommé 4,8 litres au 100. Donc c'est pas beaucoup. Et sur l'autoroute batterie vide, j'ai consommé 7,5 litres au 100. Donc c'est pas énorme non plus pour une voiture de ce gabarit. Alors sur autoroute, c'est un
peu moins bien qu'un diesel équivalent. En revanche, sur route et en ville, ça consomme moins. Et alors du coup le prix, parce qu'il va falloir qu'on conclue avec ça, parce qu'à mon avis c'est pas pour tout le monde. Alors cette finition Rivoli Plus, elle coûte 57 900 €, voilà. Et l'intérieur Opéra avec le cuir partout, il y a 50 000 vaches, enfin voilà. Donc vous avez 50 000 vaches pour 4 150 Plus celle €. qui conduit, non ? Non, pardon. Voilà. Non, mais vous savez quoi ? Vous avez rigolé, mais j'ai fait une partie du test assis aux places arrière. Parce que on n'en a pas parlé, vous avez les sièges massants, ventilés et tout, et quand on est à l'arrière, franchement, on n'a plus envie. Je vais faire les essais à l'arrière maintenant. Donc c'est moi qui vais vous conduire. Chauffeur. Ouais, d'accord, ok, on va faire ça. Faudrait me mettre une casquette. Une note 0 sur 20 ? Je mettrais 12. Ouais. Je mettrais 12, pourquoi ? Parce que la mécanique, on attendait un petit peu plus de techno de ce côté-là. C'est un peu trop classique pour du premium. Vous pouvez voir évidemment la vidéo sur ma page Facebook et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je vous invite à voir la vidéo parce qu'en plus, on entend la qualité du son. Dans la vidéo. Bien. Et puis on voit très bien quand je mange sur ralentisseur, on voit très bien que la voiture ne bronche pas. C'était donc le test auto de l'ami Jean-Luc Moreau concernant la DS 9 e-Tense, donc que vous avez essayé sur les belles routes de Champagne, avec ce vin merveilleux que font nos amis vignerons de la Champagne que j'embrasse particulièrement. Je leur fais un câlin avec masque évidemment. Allez, à suivre dans quelques instants. Nous allons parler d'environnement et cette fameuse question, on pense que la voiture électrique va épuiser nos ressources électriques en France, et si c'était le contraire? On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Alors, dites donc, monsieur Jean-Luc Moreau, vous me dites tout à l'heure, quand on préparait cette émission, tu vas voir, en fait, la voiture électrique ne va pas épuiser nos ressources électriques. Non, mais ce que j'avais lu qui m'a fait hurler il y a quelques années, où il y avait des ingénieurs d'ailleurs qui avaient dit quand le parc auto deviendra majoritairement électrique, il faudra ouvrir 15 centrales nucléaires en plus. Bon, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Ah non, c'est pas. Non, c'est... Attention, c'est la battle entre. Notre invité va tout vous expliquer, mais je vous ai gardé son nom. Ah oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Alors le nom de notre invité, il s'agit de Essam Emami. Bonjour. Bien, Laurence. Je m'améliore. Bonjour. Vous êtes le directeur et créateur de Covoltis. What exactement, is it? Qui a reçu, on va préciser, le Grand Prix Autotech ACF. Un prix assez prestigieux, donc ça veut dire quand même qu'ils ont mis au point une solution qui a été reconnue par leur pairs. C'est surtout ça qui est important. Alors expliquez-nous, Covoltis. Alors vous avez développé un système de recharge intelligent qui permet de piloter intelligemment la recharge des véhicules électriques. Et on va comprendre. Hein. Oui, en fait, quand vous rechargez des véhicules, vous posez toujours la question de quand est-ce que je charge, à quelle puissance, comment. Et en fait, on a voulu simplifier la vie de l'utilisateur qui, lui, doit juste dire, moi, je veux partir à telle heure de chez moi, de mon bureau, et je veux besoin de telle quantité d'électricité. Et du côté réseau, le besoin du réseau, c'est que les gens ne chargent pas en même temps. Je reviens à ce que vous disiez par rapport aux centrales nucléaires. Effectivement, si tout le monde charge en même temps, il y a une pression énorme sur le réseau. Avant même d'atteindre les centrales nucléaires, on met à genoux le réseau de distribution. Donc, tout ce qu'on fait, c'est de raisonner à plusieurs niveaux. Au niveau de la maison individuelle, on résout un problème qui est simple, qui est de dire comment faire pour que la bande de recharge ne vienne pas disjoncter mon compteur électrique. Donc pour ça, on fait des calculs en temps réel avec un module qu'on a développé, qu'on a inventé, qui permet de transmettre à la bande de recharge en instantané la puissance restante disponible. Donc vous arrivez chez vous le soir, une grosse consommation dans la maison, la bande peut charger si vous en avez besoin, sans risque de déconnexion et dysfonction de la maison. Mais le cas le plus intéressant, c'est quand vous êtes dans les parkings collectifs, quand vous avez beaucoup de bandes qui chargent en même temps, sachant que c'est un nombre qui est dynamique. Les voitures arrivent, les voitures partent, et chacun a un besoin différent. Ce qu'on fait, c'est qu'on intègre dans un algorithme qu'on a développé avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, on intègre les demandes de l'utilisateur, donc heure de départ et quantité, et on arrive à affecter de la puissance dynamique différente à chaque véhicule. Celui qui est pressé et qui demande plus d'énergie aura plus de puissance que celui qui part plus tard et qui demande moins d'énergie. De sorte que quand on fait la somme de toutes les puissances, on est sur des niveaux de puissance plus faibles et on arrive à, par exemple, se connecter au réseau avec des compteurs beaucoup plus raisonnables. On va mieux utiliser l'énergie disponible, on est d'accord. Mais grâce à quoi? Absolument. Grâce à votre création?
Grâce à un oui. algorithme qui va prendre en compte tout Absolument. ça. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est pas le cas pour le moment. Ce système qui permet de mieux gérer l'énergie disponible, on va pouvoir également, il va être à double sens, c'est-à-dire qu'il va pouvoir redonner en même temps de l'énergie au réseau quand on en aura besoin. Et c'est là qu'on en arrive à notre fameuse centrale nucléaire qu'il faudra peut-être pas construire et peut-être même déconstruire grâce à ces systèmes-là. C'est que vous pourrez gérer avec intelligence la fourniture d'énergie au réseau. Expliquez-nous. Oui, mais clairement, là, pour le coup, il faut vraiment que vous m'avez un peu perdu, là, les garçons. Non, on n'est pas perdu. Non, je vais expliquer clairement. En fait, quand les véhicules électriques, comme tous les véhicules d'ailleurs, ne roulent pas 90% du temps. Et d'une certaine manière, vous avez un stockage de batteries dans les véhicules. Et demain, quand tous les véhicules seront électriques, ça représente des puissances énormes. Donc, l'idée qui a émergé il y a une douzaine d'années à peu près, et qui a été d'abord dans les travaux de recherche universitaire et depuis quelques années dans les travaux de test grandeur nature, consiste à dire que le véhicule devra être chargé quand il y a abondance d'électricité, donc dans la journée, quand il y a de l'énergie solaire, quand il y a du vent, et par la suite, quand vous êtes en période de demande forte d'électricité, par exemple le soir, quand vous rentrez chez vous, qu'il n'y a plus de soleil, mais que toutes les maisons sont allumées, le véhicule, dans ce cas-là, va rendre une petite partie de l'énergie emmagasinée. Globalement, avec 10% de la batterie de votre véhicule, vous pouvez desservir votre maison pendant les heures de pointe du soir. Ce sont les heures de pointe de soir et globalement les heures de pointe en général qui sont la cause des problématiques. Bah oui. Jean-Luc, ça veut dire que quand je rentre le soir, je rebranche ma voiture sur mon chargeur Covaltis et au lieu de charger, je redonne à ce chargeur qui lui va rediffuser dans le réseau. Si je fais très simplement. Soit dans le réseau, soit chez vous pour faire une machine à laver par exemple. Exactement. Waouh! Voilà, donc vous pourrez en plus charger à des heures où l'électricité sera moins chère et éventuellement dans l'avenir revendre au réseau c'est une partie de l'électricité que vous avez stockée, ce qui vous permettra pratiquement de rouler gratuitement puisque vous la revendrez plus cher aux heures de consommation intense que ce que vous l'avez payé en chargeant préalablement. Mais la question que je posais... je veux vous dire quelque chose, c'est que en fait en général vous n'allez pas pouvoir rouler gratuitement, mais c'est vrai que l'idée de gagner de l'argent. Néanmoins, il y a une contrainte aujourd'hui tarifaire liée à la législation et à la tarification même qui fait que dans le tarif du kilowattheure, une très grosse partie c'est le transport. Ah bah oui. Voilà. Et donc il faudra que demain le transport de l'électricité, quand vous l'électricité sort de chez vous et rentre chez votre voisin, soit gratuit. Autrement, le distributeur national va vous faire payer quelque chose pour finalement quelques mètres de câble franchis. Mais Hicham Emami, vous qui êtes le CEO, comme on dit, hein, donc le directeur, on va dire le PDG de Covaltis. Président. Oui, président, pardon. Moi, demain, j'achète une voiture électrique, je vais faire installer un chargeur chez moi, il vaut mieux que j'aille chez vous, alors on va être concret. Avec plaisir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Oui, ça veut dire que ça intègre déjà les futures technologies qui vont arriver. C'est pour ça que Covaltis a été récompensé, c'est parce qu'ils ont un coup d'avance par rapport aux concurrents, c'est-à-dire qu'ils ont déjà cette possibilité. Mais le prix qui fâche, combien il coûte votre chargeur si je le fais installer chez moi ou dans mon parking? Un chargeur en prix public TTC, chez nous, le modèle mural qu'on appelle Cobox S coûte 1 200 € TTC, et le modèle qui s'installe sur le sol qu'on appelle Cobox T pour Totem, 1 400 € TTC. Sachant qu'à cela, il faut ajouter le coût d'installation qui, en fonction de l'environnement, peut aller de 500 à 1000 €. D'accord. Ensuite, vous avez les aides. Les aides, si vous êtes en copropriété, vous avez des aides de l'ordre de 960 €. Et en maison individuelle, à minima, il y a 300 € de crédit d'impôt. D'accord. Et c'est fabriqué en France? Super. Cocorico. Absolument. Cocorico. Oui. Bon, à Nemours, pour être à Nemours, très bien. On va vous laisser continuer votre joli week-end du 1er mai, Hicham Emami. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est assez surprenant et ça va dans le bon sens. Vous savez quoi, Laurence? Je pense que je vais... D'ailleurs, je vous donnerai dans quelques mois mon expérience. Je pense que je vais installer une borne comme ça chez moi. Eh ben, vous me direz ce qu'il en est. Je vous dirai comment ça marche. Okay. Merci beaucoup. Allez, à suivre. Eh bien, quel auto choisir? Ce sera le rendez-vous que l'on vous donne. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez un doute sur votre prochain véhicule. Vous venez en parler avec Jean-Luc Moreau qui est à votre disposition. On parlera aussi pneus et confort. Et nous parlerons juste avant de pneus et de confort. Moreau.
nous parlons même hors antenne auto avec Jean-Luc Moreau. Vous êtes nombreux d'ailleurs. On va faire d'ailleurs une émission spéciale hors antenne. Je vais filmer, voilà. Ce serait très drôle. Un gros coucou d'ailleurs, un gros câlin de 1er mai. Bonne fête du travail à tous ceux aussi qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous nous suivez en direct, vous êtes très très nombreux. Il y a pas mal de réactions de tout le monde. Voilà, merci d'être avec nous. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre si vous en avez besoin directement au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions pratiques à Jean-Luc. Mais tout de suite, on met la gomme. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Je suis toujours en train de manger ce jingle. On parle pneu avec Stéphanie Caramico, qui est directrice du marketing de chez Goodyear France. Avec une question très importante, parce que c'est en écho en fait à l'essai de la DS9 qui est très confortable cette semaine. J'avais une blague à 2 balles. Pardon. Ah oui, c'était quoi? Ah mais non, je peux pas. Je vais taper sur le Bon, d'accord. Est-ce que les pneus ont fait des progrès en matière de confort, Stéphanie? Bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oui, les pneus ont fait en effet des vrais progrès en matière de confort qu'ils offrent à l'automobiliste, que ce soit dans l'habitacle ou à l'automobiliste quand il est même à l'extérieur, parce on contribue énormément à réduire le bruit qui est généré à l'extérieur du véhicule. Ah oui, d'accord. Ça déjà, en fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un pneu génère du plus ou moins de bruit ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'un pneu génère du bruit? C'est en fait, ça vient du dessin même du pneumatique et en fait des cavités du pneumatique qui viennent claquer contre la route, et c'est ce bruit-là qui peut, c'est cette activité-là qui génère du bruit. Ce qui peut aussi générer du bruit dans un pneumatique, c'est tout simplement en fait l'air qui va vibrer à l'intérieur du pneumatique. Donc toute cette énergie, en fait, ce bruit qui est en fait une énergie et qui se produit lors de la rotation du pneumatique sur la route, peut remonter dans le châssis et générer un bruit plus ou moins important en fonction du pneumatique, mais aussi en fonction des amortisseurs et des suspensions qu'ont la voiture à l'intérieur de l'habitacle. Ça veut dire que les pneus aujourd'hui, alors grâce, j'imagine, à la conception assistée par ordinateur et puis à ces dessins qui sont plus évolués, sont plus silencieux que les pneus qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, 20 ans? Oui, en effet, nous, chez Goodyear, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. On vient en effet travailler, pour vous donner un peu plus d'explications sur la bande de roulement, on vient en fait alterner la taille des blocs qui vont être en contact avec la route. On fait en sorte d'alterner des petits, moyens, des grands blocs pour venir un peu casser la répétabilité géométrique du pneumatique et éviter en fait d'avoir un bruit, un bruit qui est en fait une fréquence sinus et qui ferait, s'il n'y avait pas cette alternance de blocs, une sorte de bruit de sirène en fait, qui serait en permanence lié au pneumatique. Et donc là, on vient casser ce bruit via cette alternation de blocs. Et l'autre chose qu'on a fait chez Goodyear, c'est qu'on a développé une technologie qui s'appelle le Sound Comfort, qui a pour but de venir réduire jusqu'à 50% du bruit à l'intérieur de la voiture. Et en fait, on vient mettre une couche de mousse à l'intérieur du pneumatique qui agit comme une barrière sonore intégrée dans le pneu et qui va venir justement atténuer cette vibration de l'air qui est ressenti comme un bruit à l'intérieur de l'habitacle. Oui, en plus avec aujourd'hui le développement, on en parlait à l'instant, des véhicules électriques, c'est vrai qu'on n'a plus les bruits mécaniques venant du moteur, donc la voiture est plus silencieuse. Et là, d'un coup, on se rend compte que quand on a des pneus bruyants, ça prend plus d'importance. Ah ouais. C'est clairement un vrai point. Aujourd'hui, ce qui fait du bruit quand on est dans la voiture, c'est comme vous le disiez, le moteur. C'est le bruit aéro. Donc le bruit aéro, c'est le fait que la voiture en fait pénètre dans l'air. Et la troisième source de bruit, c'est le pneu. Donc c'est vraiment capital de s'assurer qu'on a un bon pneu qui vient contribuer au confort quand on est en conduite. Les nouvelles voitures thermiques, c'est pareil. Enfin, le moteur est très insonorisé. Oui, maintenant. L'exemple, c'est la DS9, 60 décibels, c'est vraiment très peu. Est-ce qu'également les pneus ont fait des progrès en matière de confort? Alors j'allais dire de moelleux. C'est joli ça. En termes de moelleux, aujourd'hui, en effet, c'est vrai que quand on dit qu'est-ce que c'est un pneu confortable, c'est plutôt un pneu qu'on imagine souple, donc avec une gomme qui va être plus tendre, une carcasse, une construction qui viennent contribuer à ça. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un automobiliste il roule pas seulement son pneu, il roule un ensemble de choses. Donc, il va rouler grâce à son pneu, à ses amortisseurs, à ses suspensions. Et en fait, sur certains types de voitures, un pneu très souple, il est très bien amorti, va offrir un vrai confort dans la voiture. En revanche, si les amortisseurs en fait sont pas compatibles, sont pas très bons avec ce pneu, il va y avoir en fait une sorte de résonance
dans la voiture qui va générer du bruit. Et donc, en fonction des amortisseurs, parfois, un pneu un peu plus dur peut offrir un meilleur confort dans la glissade. Donc en fait, ce que vous nous expliquez, c'est le confort, c'est pas simplement le pneumatique ou les suspensions, c'est le mariage des deux. Et puis de la conduite. Et la conduite. Et la souplesse de la conduite. Et le gonflage des pneumatiques. Ouais, on peut diminuer un tout petit peu la pression des pneus. Certains constructeurs préconisent de baisser un tout petit peu la pression. Bon ben voilà, on a fait un point avec vous, Stéphanie Caramico. Merci beaucoup. Merci à vous, directrice marketing de Goodyear France. Et tout de suite, quel auto choisir? C'est votre rendez-vous. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Franck. Bonjour Franck. Écoutez, bonjour. Oh, quelle belle voix. La transition est bonne parce que je suis un ancien salarié de chez Goodyear. Alors voilà. On vous écoute pour la question. Il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission, Franck. Bon voilà, moi je vous appelle parce que je recherche un 4x4. J'ai actuellement un vieux Hyundai Galloper qui me sert pour aller à la chasse. Ah oui. Mais enfin, j'appelle mon camion. Et puis après j'ai un X-Trail qui est de 2017 et que j'ai en location jusqu'à février l'année prochaine. Donc moi je recherche un véhicule qui soit 4x4, qui n'est pas un coffre électrique, enfin un rayon électrique. C'est plus simple parce que pour trimballer les chiens et laisser la caisse un peu ouverte. Vous trouvez que c'est un peu long quand ça s'ouvre et un peu long quand ça se ferme, c'est ça, oui. Ouais, et puis pas pratique pour laisser ouvert, entrouvert avec un petit crochet l'été. Donc j'avais trouvé le Duster. C'est bien le Duster. Donc c'est pas mal. Après lequel choisir, l'essence, le diesel, je sais pas trop. Alors ce que je vous aurais, mais vous avez besoin de 4 roues motrices, c'est ça, parce que vous partez dans des chemins boueux, donc il faut absolument 4 roues motrices. Ouais, moi j'ai toujours des 4x4, donc. Non, mais quand vous êtes, parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent 4x4, c'est un véhicule un peu surélevé, c'est pas forcément 4 roues motrices. En 4 roues motrices, je préfère en 4 roues motrices. Parce que sinon, l'hiver pour la chasse et tout ça, c'est un peu plus pratique. La motorisation idéale, c'était le moteur Eco G100 qui marche au GPL et à l'essence, mais il est disponible qu'en 2 roues motrices. Donc malheureusement, là, vous avez le choix entre le TCE 130 ou 150 en moteur essence ou le 1,5 litre DCI 115 en diesel qui est disponible aussi en 4x4. Vous roulez beaucoup dans l'année parce que la vraie question, ça va être ça. Je fais à peu près 20 000 par an, quoi. Voilà, mais 20 000 quoi comme type de route? C'est des routes de campagne. Moi, c'est juste pour aller travailler et puis un peu pour aller en vacances. C'est par rapport au diesel ou pas diesel. Oui, exactement. C'est par rapport à diesel, pas diesel. Parce qu'après, en question budget, alors oui, le moteur essence, il a un malus un peu plus élevé. On a 1 386 € de malus. Ça fait un peu mal, alors qu'il n'y a que 360 € de malus sur le diesel. On est à des prix qui sont à peu près similaires. On est à 22 200 pour. Je parle d'une finition prestige parce que tant qu'à faire sur un Duster, autant prendre du prestige. Voilà. Moi, j'irais plus sur un diesel vu l'usage que vous en avez, en sachant que le diesel, la problématique, c'est que dans 5 ans, votre voiture, elle vaudra pratiquement plus rien. C'est ça le problème. Voilà, donc soit diesel si vous décidez de le garder très longtemps. Moi je change tous les 3-4 ans. Donc, alors tous les 3-4 ans, prenez plutôt un moteur essence parce que sinon, voilà. TCE 130, c'est un moteur qui marche très bien. C'est un moteur qui peut en plus rouler à l'éthanol sans trop de problèmes, comme je disais tout à l'heure. Donc je sais pas dans quelle région vous êtes, mais on trouve des carburants éthanol à certains endroits à 50 centimes. Vous êtes dans quel coin, Franck? C'est justement, alors est-ce qu'on est obligé de monter un boîtier ou pas? Parce que j'ai un petit garage qui bricole à côté de chez moi là. Il me disait qu'on n'était pas obligé forcément de mettre un boîtier, on pouvait le programmer. Pas forcément. Alors programmer, vous n'avez pas le droit. Mais ce moteur-là, d'origine, vous pouvez déjà mettre une large part d'éthanol dedans. Voilà, super. Merci d'avoir fait super court sur la femme, M. Moreau. Et je vous en prie, Dame Laurence. Et puis on explique bien à nos amis qu'on peut vous contacter même hors antenne. Vous avez votre page Facebook, vous répondez. Et désolé Franck, désolé, mais cette émission est toujours tellement riche qu'on galope un peu sur la fin. On est obligé de passer la vitesse supérieure. On vous embrasse Franck du côté de chez vous et passez un bon week-end. Merci Jean-Luc, on se voit samedi prochain. Avec plaisir, Dame Lolo. Tiens donc.